Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Markets, l'émission quotidienne qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 juillet. Le titre du jour est le PIB US à l'honneur. En effet, à 14h30, nous aurons la publication du chiffre du PIB américain du deuxième trimestre et a priori on attend un bon chiffre avec plus de 2,5% de croissance potentiellement du PIB aux États-Unis, donc un chiffre très attendu aujourd'hui. Ce matin on a eu une petite déception du marché par rapport à la Banque du Japon. En effet, les gouverneurs japonais avait laissé entendre il y a 2 jours que le programme de quantitative easing serait modifié, serait amélioré, serait augmenté. Or, ce programme a uniquement été augmenté sur des rachats d'actifs. Les marchés ont donc été déçus, le yen s'est apprécié et le Nikkei a été très volatile. On va donc faire le point graphique sur tout cela. Et puis n'oubliez pas, ce soir, à 10h du soir, a priori, seront publiés les résultats des stress tests des bancaires européennes. Cela pourrait donc engendrer un gap haussier ou un gap baissier à l'ouverture lundi prochain. Donc attention si vous gardez des positions pendant le week-end. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube et on va pouvoir commencer cette matinale. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite comme tous les matins à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, la paire USD-Yen retrouve les 103 yens ce matin, la Banque du Japon n'ayant pas satisfait les opérateurs. Le Nikkei a chuté en séance, il est passé de 16 500 points à 16 000 points avant de très rapidement se reprendre de 600 points en séance, donc très forte volatilité sur le Nikkei ce matin. Le CAC 40 échoue pour la 3e fois consécutive sous sa moyenne mobile à 200 jours, actuellement à 4 460 points. Même si la tendance est haussière aux États-Unis, même si la tendance est haussière sur le CAC 40 ces dernières semaines, même si les acheteurs se sont présentés en début de semaine et que nous avons alors parlé de scénario haussier, eh bien depuis mercredi, j'ai titré que les indices devenaient euphoriques et depuis mercredi, je vous explique que le CAC est bloqué sous sa moyenne mobile à 200 jours qui a bloqué au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin et elle bloque de nouveau au mois de juillet. Et jusqu'à nouvel ordre, tant qu'on sera sous cette moyenne mobile à 200 jours, les risques baissiers sont d'importance. Seule sa cassure en cours de clôture changerait la donne et nous inviterait à éventualiser plus de hausse. Le Volatility Index pourrait potentiellement réagir après une si longue dépréciation. Les indicateurs divergent. Le Volatility Index tente de se reprendre ce matin. Attention, si cet après-midi le PIB venait à décevoir les investisseurs, si les indices devaient accélérer à la baisse, le VIX pourrait potentiellement se retourner à la hausse. Et c'est bien la première fois que je vous en parle depuis des semaines. Le pétrole WTI s'approche de sa moyenne mobile à 200 jours, à $40. Plusieurs personnes m'ont déjà posé des questions concernant le WTI en introduction de cette matinale. Ma réponse est très claire concernant le WTI, on ne sait absolument pas où il va s'arrêter. Est-ce qu'il va s'arrêter à 40,50 ? Est-ce qu'on va aller à $40 ? Est-ce qu'on va aller chercher les $38 avant d'éventuellement remonter ? Je n'en sais absolument rien. Ce que je sais, c'est que le pétrole WTI est dans une tendance baissière depuis 2 mois, que les vendeurs ont la main, que les statistiques n'ont pas été bonnes concernant le WTI, les stocks sont ressortis supérieurs aux attentes.
Les banques s'attendent à une demande de pétrole ralentie au troisième trimestre. Donc pour l'instant, fondamentalement, on n'a aucun élément haussier sur le WTI et techniquement parlant, on n'en a absolument aucun non plus. Ma réponse concernant le WTI, à savoir est-ce qu'il pourrait trouver un point de support, ma réponse est oui, mais j'attendrai que ce support soit trouvé, qu'une réaction y ait lieu et qu'une figure de retournement prenne forme. Alors la probabilité d'un rebond sera beaucoup plus élevée que d'acheter du WTI tous les dollars en croisant fortement les doigts. On dit souvent en bourse qu'il n'est pas bon d'attraper un couteau qui tombe. Enfin, l'or a décalé de 25 $ mercredi soir, mais il n'y a pas eu de relais à la hausse par la suite. Je vous avais expliqué que l'or était dans un range entre 1310 et 1335 $. Les 1335, on ne les a pas dépassés en cours de clôture réellement avec de la volatilité et une tendance haussière. On est vraiment juste dans une latéralisation entre 1310 et 1335,40. Et donc voilà, sur l'or, je reste particulièrement neutre. Côté actualité macroéconomique, la Banque du Japon a décidé de doubler la part allouée à certains fonds cotés en bourse, des ETF, ainsi qu'un programme de prêt en dollars américains. Elle réajustera ses mesures en septembre prochain. Donc a priori, je pense que quand la Banque du Japon a expliqué qu'elle allait juste augmenter ses rachats d'actifs, ça a déçu les investisseurs. On a le yen qui s'est raffermi et le Nikkei qui a fortement chuté en séance. Mais par la suite, le Nikkei s'est repris car il reste des espoirs de nouvelles mesures au mois de septembre prochain. Sinon, concernant les bancaires, d'après le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, il n'y a pas de risque de contagion des difficultés des banques italiennes aux établissements français. Donc, tout va bien. La croissance française ressort nulle au deuxième trimestre en raison de la baisse des dépenses des ménages. Et puis les résultats des entreprises du S&P 500 ne sont plus attendus en baisse que de 3% contre un recul de 5% précédemment selon le consensus Reuters. Et c'est ce qui explique que le SP 500, l'indice directeur américain, est aussi bien tenu jusqu'ici. Alors Pascal pose une question intéressante. Bonjour Nicolas, jusqu'où une décorrélation entre la baisse du pétrole et les indices si le pétrole casse les 40 $ à la baisse? Alors Pascal, que l'on soit clair, il n'y a pas de corrélation réelle entre le WTI et les indices ces derniers mois. Ceux qui essayent de vous le faire croire, en fait, c'est des personnes qui n'ont pas regardé les différentes corrélations. Si vous regardez bien, en début d'année, on a eu une forte chute du WTI, après on a eu une forte hausse, après on a eu une baisse ces 2 derniers mois. Il y a des moments où on montait avec les indices, il y a des moments où le WTI baissait et les indices faisaient des nouveaux plus hauts, notamment depuis le Brexit, le pétrole ne fait que baisser et le S&P engendrait de nouveaux plus hauts pratiquement tous les jours. Donc la corrélation WTI-indice s'est complètement estompée. La baisse du WTI pèse sur le secteur énergétique bien évidemment, mais il n'y a pas de corrélation entre les indices et le WTI actuellement. Donc penser que les indices vont fortement chuter parce que le pétrole baisse ne fonctionne pas. Ensuite, côté entreprise, Essilor perd 5% après son alerte sur la croissance de ses ventes. L'Oréal voit son bénéfice chuter au premier semestre et confirme ses objectifs 2016. Safran confirme ses objectifs mais n'a pas de projet d'acquisition pour l'instant. Et donc, à l'ouverture, Essilor comme L'Oréal comme Safran étaient 3 titres en nette baisse. Vallourec a enregistré une perte nette de 131 millions contre 199 millions un an plus tôt. Et le titre était, on va dire, stable à l'ouverture. Et puis les bonnes surprises du jour, on a ArcelorMittal qui dépasse les attentes au deuxième trimestre avec un bénéfice de 1,1 milliard de dollars. Et puis EDF a publié un résultat net en baisse de 17%, mais la société a le feu vert pour le projet Hinkley. Cela plaît aux opérateurs, il y a du changement et vous le verrez graphiquement, je vous avais montré une oblique de résistance baissière sur EDF, on l'a cassé dès ce matin à l'ouverture.
Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous pouvez voir qu'on a 3 titres qui gagnent plus de 4%, 2 titres qui perdent plus de 4%. On a en gros un équilibre entre les bonnes et les mauvaises publications et on a un CAC 40 ce matin qui quand même consolide sous sa moyenne mobile à 200 jours. Côté statistiques passées, l'indice de confiance des consommateurs en zone euro est ressorti en ligne avec les estimations, tout comme l'indice des prix à la consommation en Allemagne au mois de juillet. Et puis aux États-Unis, hier, les demandes hebdomadaires d'allocation chômage sont ressorties en légère hausse par rapport aux attentes et l'indice d'activité manufacturière de la Fed de Kansas City surprend négativement. Ce jour, à 10h30, les crédits à la consommation en Angleterre. À 11h, le taux de chômage et l'indice des prix, donc le CPI, les chiffres d'inflation en zone euro. À 14h30, le PIB canadien, mais surtout le PIB américain qui est attendu en hausse de 2,6% après un premier trimestre en hausse de 0,5%. Et puis on finira à 15h45 avec l'indice Chicago PMI et à 16h avec l'indice de l'Université du Michigan. Donc voilà, un bon nombre de chiffres cet après-midi qui vont soit nous permettre d'avoir de l'appétit pour le risque et de remonter vers les résistances, soit au contraire, après les échecs sous résistance de ce matin, si les chiffres de cet après-midi sont mal reçus par les investisseurs, eh bien on pourrait connaître enfin une consolidation digne de ce nom. Et puis pour finir, la figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, c'est un triangle sur BNP. Je vous avais parlé de ce triangle en début de semaine. Je vous ai reparlé de ce triangle hier et donc j'ai repris exactement la même slide en vous remettant le graphique. Vous pouvez voir que j'avais marqué que la sortie de la figure doit être validée pour donner le tempo pour la suite. Or, hier, BNP, on a gapé à la hausse, mais on a clôturé à l'intérieur du biseau et on est resté à l'intérieur et on est toujours à l'intérieur. Donc, BNP, en fait, n'a jamais validé de signal ni baissier ni haussier. La figure ici en biseau est toujours valide. On n'a toujours pas clôturé à l'extérieur. Si BNP accélère sous les 42 euros, c'est un signal baissier, une sortie par le bas et des risques baissiers. Si BNP accélère au-dessus des 44 euros, voire même les plus hauts d'hier à 45 euros, ce serait très positif et on irait potentiellement vers les 48 euros et la clôture ici d'avant le Brexit. Les bancaires, donc, n'ont pas choisi cette semaine leur direction, notamment parce qu'on attend les stress tests européen sur les bancaires ce soir à 10h. C'est pour ça qu'on devrait, je pense, avoir soit un gap haussier, soit un gap baissier lundi suite à ces stress tests. Et étant donné qu'il est inconcevable de l'anticiper, de le savoir, faites attention, il y aura très certainement des gaps sur les indices et ou les bancaires lundi à l'ouverture. On va passer sur la plateforme de CMC Markets. C'est comme tous les matins, on va commencer avec les indices boursiers. Comme tous les matins, je commence avec le S&P 500. L'indice directeur américain est haussier en données mensuelles, en données hebdomadaires et en données journalières. En données journalières, il est haussier tant qu'il est au-dessus de la moyenne mobile à 15 périodes. Vous voyez à quel point cette moyenne mobile est toujours très pertinente. On s'est posé dessus hier, on s'est posé dessus ce matin. Le support de très court terme à 2158 points est donc extrêmement propre. Si et seulement si, et je me répète, et je sais que je me répète, mais je pense que c'est nécessaire, si et seulement si on casse le support à 2158 points, on validerait un retournement de tendance de court terme, ce serait potentiellement les prémices d'une consolidation, voire d'une correction, et on pourrait alors retourner sur les supports journaliers, au minimum les anciens plus hauts historiques à 2137 points. Mais tant que les supports tiendront et parce que la tendance de fond est haussière, la probabilité d'une résolution haussière reste forte. Et donc, tant que les supports tiennent, restons factuels. Enfin, si on devait casser les 2175 points les plus hauts en clôture des dernières séances, eh bien, ce serait un éventuel signal haussier en direction des 2200 points. Sur les indices européens, voici le CAC 40.
Le CAC 40 est haussier depuis à peu près 5 semaines, 4 semaines. Il est haussier en données journalières. En début de semaine, il a tenu les supports et il est allé chercher des résistances. On a échoué sous MM200 mercredi, on y a échoué encore hier jeudi. Ce matin, vendredi, sous cette moyenne mobile, les vendeurs ont fait baisser le CAC d'une trentaine de points, donc d'à peu près 0,75%. Vous voyez qu'on bloque sous cette moyenne mobile, mais les plus bas des dernières séances sont toujours de plus en plus hauts. Donc, si et seulement si on vient à casser les plus bas du jour et d'hier à 4415 points et que l'on clôture sous les 4415 points, alors on valide un échec sous résistance avec un risque de revenir vers 4400, voire l'oblique haussière vers 4380 et sous cette dernière les 4330, voire les 4300. On aurait donc un bel échec sous résistance et un reflux baissier. Mais tant qu'on tiendra les plus bas, et si les chiffres de cet après-midi devaient être bons, on pourrait très bien partir à la hausse et rattaquer cette moyenne mobile. Donc, que cette moyenne mobile fonctionne bien, c'est un fait. Que les vendeurs aient pu mettre à profit les excès au-dessus de cette dernière et aient ainsi engrangé des gains depuis 2-3 jours, c'est un fait. Est-ce qu'il y a eu un signal baissier validé? Non. Est-ce que la tendance est baissière? Non plus. Est-ce qu'on donne un signal baissier actuellement? Non plus. Il faudrait casser les plus bas des 2 dernières séances. Donc voilà, je vous indique cette résistance. Ça fait 2-3 jours que je l'indique et que peut-être certains l'auront mis à profit. Néanmoins, pour l'instant, il n'y a aucun retournement de marché. Donc attention à ne pas être trop dans l'anticipation. On peut très bien consolider pendant 2-3 jours sous cette moyenne mobile avant d'éventuellement la passer en force. Concernant le DAX, c'est le même constat. On est dans une tendance haussière, on tient les supports des dernières séances et on est sur la zone des 10 350 points, 10 370 points. C'est la zone de résistance qui a bloqué mercredi, qui a bloqué hier jeudi. Vous voyez qu'aujourd'hui, vendredi, on fait toujours un plus bas, plus haut que le précédent et qu'on se dirige vers les plus hauts. Donc l'appétit pour le risque perdure. Il n'y a aucun signal baissier pour le moment. Pour l'instant, c'est une pause des indices sous résistance avant d'éventuellement la passer dans le sens de la tendance. Et je le répète, seule une cassure des plus bas des 2 dernières séances, donc aujourd'hui et hier. Donc seule une cassure des 10 260 points sur le DAX inviterait à la prudence, signifierait un retournement de tendance à court terme et potentiellement engendrerait plus de baisse. Mais pour l'instant, c'est haussier. Et concernant le VIX, comme je vous le disais en début d'émission, le VIX est bas, il a beaucoup baissé, il est sur des niveaux records. À tout moment, il pourrait se retourner. On peut donc surveiller le VIX. S'il y a des cassures des supports dont je vous ai parlé et que le VIX accélère à la hausse et corrobore la mise en place d'une correction boursière à la baisse, eh bien, on pourra éventualiser, on pourra parler de scénario baissier, de vente, de stratégie baissière, etc. Donc pour le moment, vous l'aurez bien compris, je sais que je me répète, mais c'est pour votre bien. Le SP500 est haussier et tient ses supports. Le CAC est haussier et tient ses supports. Le DAX tient ses supports également dans une tendance haussière. On est sous des résistances, certes, mais si les chiffres sont bons cet après-midi, on cassera les résistances et on ira plus haut. Si et seulement si on échoue sous les résistances et que l'on casse des supports, échouer sous des résistances, c'est une chose, mais casser des supports, ça en est une autre. Depuis 3 jours, CAC, DAX et SP500 ne montent plus, mais ils ne cassent pas les supports pour autant. Donc si on les casse, ce sera quelque chose de fort. Et il faudra que ce soit corroboré par une hausse de la volatilité. Ensuite, on va parler des actions. Donc sur les actions, principalement, les mouvements de marché dépendent des news. Essilor a averti sur ses résultats, donc le titre décroche de 5%. Safran confirme ses objectifs, mais pas d'objectif d'acquisition. Le titre avait tenté de dépasser sa résistance à 63,60 qu'il tient depuis 2 mois, mais les résultats ne permettent pas d'accélérer. Au contraire, on réintègre la période de range précédente.
Aéroport de Paris a déçu aussi et puis inscrit de nouveaux plus bas annuels. Nicox est toujours en consolidation et revient sur sa moyenne mobile à 100 jours. Il faudra absolument tenir la zone des 9,8 €, auquel cas on pourrait connaître un rebond dans le sens de la tendance. Par contre, si on venait à casser cette zone de prix, on pourrait connaître plus de dégagement. Eutelsat reste dans sa tendance baissière. L'Oréal échoue à proximité d'une résistance majeure qui date de l'été dernier et recule de presque 4% suite à la publication de ses résultats. Sanofi en tendance baissière qui s'est repris ces dernières semaines chute suite à ses résultats. Donc voilà, principalement les baisses du jour, ce sont des résultats inférieurs aux attentes ou des révisions à la baisse. Ça, c'est EDF. Donc EDF, on l'avait vu ensemble, elle est baissière, elle est délaissée, elle était sous une oblique de résistance, mais si cette oblique cassait, on avait vu que ce serait un signal haussier éventuel. Donc ce matin, à l'ouverture, suite à la publication sur la cassure des 11,36, c'était un beau signal d'achat au moins intraday. Kering gagne 7%. Solocal gagne 7% et continue de s'inscrire dans son rebond de moyen terme. Nexans a publié aussi hier et le titre est toujours recherché aujourd'hui et se dirige vers ses plus hauts. Natixis a publié aussi et reprend un petit peu de hauteur, mais vous voyez que c'est vraiment très léger. Et puis un bon point, c'est qu'on retrouve dans les hausses du jour AXA, BNP, Société Générale. Donc ça montre bien que les opérateurs sont pas si peureux que cela avant les stress tests. Et si les stress tests européens devaient montrer des faiblesses chez certaines banques italiennes, eh bien ça accélérerait potentiellement leur recapitalisation et ce ne serait donc pas forcément une mauvaise nouvelle. Donc attention, hein, si les stress tests des bancaires ce soir sont publiés et que cela met en avant que des banques doivent être aidées, ça ne veut pas forcément dire qu'elles vont baisser lundi. Si les officiels ce week-end nous expliquent qu'ils vont aider les bancaires en difficulté, ça peut aussi les faire fortement monter lundi. Donc attention à ne pas trop anticiper et à peut-être attendre l'ouverture de lundi et voir ce qu'il se passe. Ensuite, côté matières premières, ça continue de baisser, de consolider. Le coton toujours dans son range. Mais s'il casse son support ici à 71,40, attention, il pourrait revenir vers les supports suivants. Le soja toujours dans sa consolidation baissière. Le maïs toujours sur ses plus bas. Le blé toujours sur ses plus bas aussi. L'argent, vous voyez qu'après la hausse de mercredi soir, jeudi, vendredi, ça rebaisse. Donc pour moi, l'argent, il n'y a aucun signal haussier majeur qui a été donné. On est dans un range. Le pétrole WTI, tout le monde cherche le point bas, c'est un couteau qui tombe. Si on s'arrête à 40 sur la moyenne mobile à 200 périodes, c'est beau. Mais rien ne nous dit qu'on va s'arrêter à ce point-là. Et le point suivant, si on casse la moyenne mobile à 200 périodes, c'est les 37,38 $. Et je ne serais absolument pas étonné si on y allait. Donc anticiper un point bas sans figure de retournement, trop peu pour moi. Je patiente gentiment et le jour où le pétrole fera une figure de retournement, il sera largement le temps de s'y intéresser. Ensuite, l'or consolide également et comme je vous le disais, malgré la petite réaction haussière de mercredi, jeudi et vendredi, il n'y a pas de relais haussier. Donc si cet après-midi, il y a un relais haussier qu'on casse 1346 sur l'or, les plus hauts de mi-juillet et d'hier, là on aurait un démarrage haussier vers les plus hauts, voire les 1400 $. Mais sans accélération au-dessus des 1345 $, c'est un range et on peut rester à plat dans ce range. Le gaz naturel s'est bien repris suite à la publication des stocks d'hier. Il a relancé sa dynamique haussière de court terme et il se redirige de nouveau vers ses plus hauts. Le jus d'orange consolide et casse la moyenne mobile à 20 séances pour la première fois depuis 3 mois. Donc c'est potentiellement un signal baissier de rupture de tendance haussière qui a été donné ici sur le jus d'orange et qui sera à suivre dans les séances à venir. Les bovins engraissés n'ont pas cassé la résistance à 144,20, 144,50. Donc pour l'instant, la tendance reste baissière et les cours sont bloqués. Et puis voilà à peu près tout. Et sur les sucres,
on valide la cassure des tendances haussières et les cours continuent de baisser. Donc principalement sur les matières premières, c'est de la baisse. Il y a des matières premières agricoles qui baissent à cause de leurs fondamentaux. Il y a des matières premières comme le pétrole qui baissent parce que les chiffres ne sont pas bons et la demande est en baisse. Et puis vous aviez des matières premières qui étaient jusqu'ici haussières, comme le sucre et comme le jus d'orange, dont les tendances semblent s'inverser à court terme. Donc les matières premières en ce moment, c'est beaucoup moins punchy, c'est beaucoup moins attractif. J'ai pas de point d'entrée particulier, c'est pour ça que je vous parle de peu de stratégie. La seule chose que je peux faire, c'est vous prévenir que le pétrole est extrêmement baissier et que anticiper un point bas, ça peut coûter cher. Il vaut mieux peut-être attendre une figure de retournement valide et ensuite voir ce que cela donne. Et puis concernant les paires en dollars, on va regarder le dollar index. Donc comme je vous le disais, en fait, dans mon émission d'hier, j'essayais de vous expliquer deux choses principalement. La première, c'est que les indices pouvaient baisser à court terme, mais ça ne voulait pas dire qu'ils n'allaient pas aller plus haut en données journalières. Donc ça veut dire que même si l'analyse technique est haussière et que je vois potentiellement les indices pouvant aller plus haut, eh bien je vous prévenais depuis 2 jours du fait qu'on pouvait consolider sous MM200 et qu'on n'allait pas forcément monter en ligne droite. Donc j'essayais de vous expliquer qu'on peut baisser pour monter. Sur le dollar, ce que j'essayais de vous expliquer hier, c'est que la baisse de mercredi soir et de jeudi d'hier, ce n'est pas forcément le début d'une tendance. C'est peut-être une baisse de court terme pour s'ajuster au fait que la Fed n'est pas très agressive sur ses taux, mais ce n'est pas forcément la naissance d'une tendance baissière. Les résultats américains restent bons, les statistiques américaines correctes, et donc le dollar pourrait garder soit sa neutralité de moyen terme, soit une pente haussière légère, mais pour l'instant, il n'y a pas de facteur qui pourrait le faire fortement chuter. Donc c'est pour ça que je vous expliquais que l'euro, le NZD notamment, ont fait des beaux rebonds hier, mais ils sont venus toucher des résistances. Or, si le dollar devait tenir son support, eh bien les paires en dollars repartiraient à la baisse. Donc si cet après-midi, il y a une publication du PIB US et que le dollar accélère très fortement à la hausse, eh bien on parlera de tendance haussière sur le dollar et de retour à la baisse de toutes les paires en dollars. Si ce soir, le dollar casse les plus bas des 2 derniers jours, casse son oblique haussière et revient vers sa zone de soutien, alors là, on aura de la hausse sur toutes les paires en dollars et potentiellement donc des opportunités intéressantes. Donc je vais vous montrer les différentes paires. Donc voici l'AUD. Donc l'AUD, si le dollar se reprend, il casse son oblique haussière et puis ce sera l'opportunité de mettre à profit une correction de court terme. Si le dollar baisse, eh bien l'AUD pourrait rester dans sa tendance haussière. Concernant l'euro, l'euro est monté mercredi soir et hier jeudi et ce matin il est stable sous sa moyenne mobile à 30 jours. Si le dollar devait chuter fortement ce soir et que l'euro cassait les 1,1120 en cours de clôture, il sortirait par son triangle par le haut et il irait chercher les 1,12, voire les 1,1280, 1,13 et la borne basse de son ancien canal haussier. Si le dollar monte cet après-midi, on échoue sous la borne haute et on repart à la baisse dans le sens de la tendance. Sur la livre, on est stable dans un range posé sur support. Sur la livre, il pourrait y avoir un décalage intéressant à suivre parce que les supports sont très propres. Le support ici, il est à 1,3060. La résistance ici, on peut tracer une petite oblique. Et donc la cassure d'une de ces bornes, je pense, devrait donner un mouvement assez impulsif. Donc soit à la baisse sous le support, soit à la hausse au-dessus de l'oblique. Et puis le NZD, comme je vous l'expliquais, il était en tendance haussière de moyen terme. Depuis début juillet, il est à la baisse, il est revenu sur support, il est remonté hier sous son oblique, sous la borne basse de son canal haussier de moyen terme. Est-ce que c'est un pullback? C'est une éventualité. Si cet après-midi, le dollar repart à la hausse, eh bien ça aura été un pullback du NZD avant un retour à la baisse dans le sens de l'impulsion donnée mi-juillet. Si au contraire le dollar chute ce soir et que le NZD arrive à réintégrer à l'intérieur de son canal, eh bien il pourrait de nouveau se diriger vers ses plus hauts annuels.
Donc voilà, le PIB de cet après-midi va nous permettre de voir si les indices entament de réelles corrections à la baisse ou si simplement depuis 2-3 jours on respirait avant de repartir vers les résistances, voire de nouveaux records la semaine prochaine. Donc le PIB nous aidera à y voir plus clair là-dessus et il nous aidera à y voir clair sur le dollar. Donc si le dollar reste fort et remonte en séance, c'est que le dollar reste bel et bien la monnaie la plus recherchée depuis le Brexit et alors il y aura plutôt des scénarios baissiers sur les paires en dollars, échec sous MM30 sur l'euro, échec sous la borne basse de son canal haussier sur le NZD. Si par contre le dollar est délaissé, on aura peut-être des beaux rebonds à mettre à profit sur l'euro comme le NZD. Donc voilà, le PIB sera le dernier catalyseur de cette semaine à 14h30. Il y a aussi des statistiques à 15h45 et 16h pour engendrer de la volatilité. On va suivre tout cela. Je vais vous poster des mises à jour graphiques et pas mal de graphiques sur Twitter ce matin. Je ferai de même cet après-midi après les chiffres économiques. Je vous le répète, faites attention car il y a les stress tests des bancaires qui vont tomber et ça peut engendrer des décalages lundi à l'ouverture. Je vais maintenant répondre à vos questions. Didier me dit, que pensez-vous du blé? Donc le blé, on en a parlé tout à l'heure. J'ai écrit une analyse dessus. La situation est très claire. On est sur une zone de très long terme. Et comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, on peut la travailler, on peut passer un peu dessous. Ce qui compte, c'est qu'on clôture en fin de mois au-dessus des 400 $. Donc là, on est le 29 juillet, c'est la dernière séance du mois. Il ne faudrait pas qu'on aille trop bas sous les 400 $. Il faudrait qu'on clôture sur la zone actuelle pour se laisser une chance de rebond le mois prochain. Pascal Trichet, content de vous voir ici, monsieur Trichet, donc Pascal Trichet qui est un des formateurs avec lequel CMC travaille. Pascal nous dit, vous aviez anticipé il y a environ 2 mois lors d'une conférence à l'AGFI, je crois, un dernier rush des indices américains par le haut, avant une éventuelle baisse potentielle sous les plus hauts. Avez-vous toujours cet avis? Oui Pascal, j'avais anticipé donc en cas de tenue des supports, une remontée des indices américains sur leurs plus hauts et des dépassements des plus hauts historiques. Car comme je l'ai encore publié hier sur Twitter, les marchés baissiers naissent dans le pessimisme et les marchés baissiers naissent dans l'optimisme et les marchés haussiers naissent dans le pessimisme. Ça veut dire en gros que pour que des marchés se retournent, il faut qu'on soit dans l'euphorie. Eh bien, sur les indices américains, ça commence, mais il y a encore du potentiel haussier. On a juste dépassé les plus hauts historiques de 2%, j'appelle pas ça de l'euphorie. Si on tenait les supports, qu'on allait vers 2200 points et qu'on continuait de grimper, le S&P peut très bien monter à 2200, voire à 2250, voire à 2300 points dans les 2-3 mois qui viennent. Je ne sais absolument pas où la hausse va s'arrêter. Personne ne sait où la hausse va s'arrêter. Donc tant qu'on est au-dessus des 2120, 2140, les anciens plus hauts du mois de juin et les anciens plus hauts historiques, je pars du principe qu'on peut aller n'importe où, à 2002, 2003, 2400, même 2500 points sur le SP500. Par contre, si à tout moment, on casse des supports, on revient vers les supports court terme et on les casse violemment et on réintègre les anciens plus hauts historiques et on réintègre l'ancien range, là je me poserai des questions et je me dirais peut-être qu'on a dépassé les plus hauts historiques pour piéger tout le monde avant éventuellement de se casser la figure puisque les fondamentaux sont quand même pas très réjouissants. Donc voilà, je continue de penser que c'est pas terminé tant que j'ai des supports qui tiennent. Je préfère rester très factuel. Et on verra. Je suis prêt en fait, Pascal, dès demain, dès lundi, à voir des mauvaises nouvelles, moins 4% sur le SP500, une chute, une cassure des supports, et puis là on parle d'inversion de tendance, de scénario baissier, etc. Mais il manque l'étincelle, il manque l'élément exogène qui pour l'instant engendrerait ce décalage baissier. Donc en l'absence de ce décalage baissier, en l'absence d'un signal clair, pour l'instant c'est haussier et je resterai haussier le plus longtemps possible, notamment pour pouvoir protéger ceux qui voudraient jouer la baisse un peu trop tôt.
Loïc me dit que pour trader le pétrole, on peut trader l'USD CAD. Effectivement, Loïc, l'USD CAD est haussier, le pétrole est baissier. Les deux sont inversement corrélés. Vous aurez noté que hier, je vous avais montré la zone des 1,31 comme un pullback éventuel sur le triangle. Pour l'instant, on a fait le pullback, on tient le support. Quand je regarde cette configuration-là, elle est plutôt haussière puisqu'on est sorti de la figure et on l'a validée. Or, cette sortie haussière, elle aurait une possible accélération si le dollar venait à monter. Et si le dollar montait, on aurait une baisse de l'euro-dollar et une baisse du NZD. Donc a priori, pour l'instant, techniquement parlant, il y a plus de chances de voir le dollar monter cet après-midi avec un reflux de l'euro et du NZD et une hausse de l'USD CAD que l'inverse. Mais sait-on jamais, soyons prudents. Jérémy dit où peut-on avoir les résultats des stress tests? Eh ben, vous allez sur n'importe quel site d'actualité. Moi, j'adore le site Zone Bourse et puis vous verrez ce soir la publication et puis normalement la presse en parlera ce week-end. Puis je vous rappelle que sur Twitter, moi, je publie toute la journée des infos et des graphiques. Donc, quand j'aurai des infos, je vous les publierai sur Twitter. Alors, est-ce qu'il y aura une réunion Banque d'Angleterre bientôt? Oui, Alan, c'est la semaine prochaine, c'est jeudi prochain, le 4 août, et les marchés anticipent à 100% une probabilité de baisse de taux. Pascal dit merci pour ces analyses qui peuvent aider à lutter contre le biais de contradiction de tendance. Eh bien écoutez, Pascal, c'est exactement cela. Content que cela vous plaise. Damien nous dit bonjour, faut-il croire que le gouverneur de la Banque de France sur le risque bancaire ou le fait qu'un officiel dise cela est un effet d'annonce pour rassurer alors que la situation peut être pire qu'annoncée? Damien, vous avez complètement raison. Il faut, quand un officiel dit ça, rester très prudent. Vous avez parfois des officiels qui disent un jour que tout va bien et puis le lendemain que c'est la plus grande crise de toute l'histoire. Vous aviez en 2007 Christine Lagarde, directrice du FMI, qui disait que les subprimes c'était pas grave, et puis l'année d'après elle disait que c'était cataclysmique. Quand les officiels montent au créneau et essayent de dire que c'est pas grave, c'est généralement que c'est assez grave. Il y a quand même entre 360 milliards et 400 milliards de créances douteuses en Italie. C'est énorme. C'est impensable que ce soit les banques italiennes qui portent cette dette. Il faudra forcément que les banques soient recapitalisées, potentiellement des épargnants se feront léser, potentiellement le gouvernement italien devra intervenir. Alors oui, tant que les banques italiennes sont aidées par le gouvernement italien et qu'elles ne font pas faillite, oui, ça va pour les Françaises. Mais si à tout moment il y a une bancaire italienne ou allemande comme la Deutsche Bank qui fait faillite, là vous pouvez être sûr que c'est l'ensemble du secteur bancaire européen, voire mondial, qui serait déstabilisé, et ce serait potentiellement un élément systémique, comme en 2008. JL me dit c'est quand Jackson Hole? Écoutez, je n'ai pas toutes les dates en tête, mais je pense que Google sera votre ami et pourra très rapidement répondre à cette question. Voilà, sur ce, je suis content de vous avoir retrouvé ce matin. On a été factuel toute la semaine sur les indices américains. Sur les indices européens, c'était haussier, ça faisait du bien. Et on a bien détecté la zone de résistance qui a bloqué à 4460 depuis 2-3 jours. Voyons si ce soir des signaux baissiers nous sont donnés. Et encore une fois, si ce soir les supports venaient à tenir, eh bien, il n'y aurait pas de signaux baissiers. Donc, restons factuels. Voilà, passez tous une très bonne séance. Je vous souhaite un bon appétit, un bon trading. Reposez-vous bien ce week-end. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de CMC Markets pour regarder des vidéos thématiques, des vidéos éducatives. Je vous retrouve lundi 10h tapante pour la matinale. Bon week-end à tous.